Bonjour Thibaut, Salut Baptiste. merci d'accepter ce podcast et d'accepter d'avoir rejoint l'équipe Sport Performance Formation. Ben, c'est moi qui Est-ce- te remercie de me l'avoir proposé surtout. c'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors ben moi je m'appelle Thibaut Lély. J'étais connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Titi Strongman pendant longtemps. Je l'ai changé il y a quelques temps pour la simple et bonne raison que je suis plus strongman, je fais plus de compétition et du coup j'utilise beaucoup plus mes réseaux pour présenter et montrer un peu mon travail. Donc j'ai voulu changer mon pseudo sur quelque chose qui incarnait plus le coaching. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Viking Strength Coach maintenant. Donc voilà, ça a un peu changé. Moi, j'ai 34 ans actuellement et mon métier, c'est d'être coach sportif, préparateur physique, mais je suis ce qu'on appelle un strength coach, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement encore peu présent en France. C'est-à-dire que je suis spécialisé dans le développement des qualités vraiment purement mécaniques. Certains préparateurs physiques sont spécialisés dans le développement des qualités énergétiques, hein, du développement de l'aérobie, des filières lactiques, de ces choses-là. Moi, je suis beaucoup plus spécialiste du développement des qualités mécaniques au sens large du terme. Strength coach, c'est pas seulement la force maximale, c'est vraiment tous les attraits autour de la force, toutes les différentes qualités mécaniques qu'on peut retrouver. Donc, la force endurance, les différents types de force vitesse, la force maximale, bien sûr. Donc, voilà, toutes ces qualités, le développement de l'hypertrophie, ce genre de choses, voilà. Donc, toutes les qualités qui ont attrait à la mécanique musculaire, on va dire. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la force pour toi? Ben, tu vois, c'est un peu ce que je disais avant. La force, souvent, les gens la restreignent à la force maximale. La force, c'est quelque chose de très, très large. Ça englobe beaucoup de qualités différentes. Tu le sais, toi, tu es préparateur physique, la force, elle intervient dans absolument tous les gestes sportifs et tout sport confondu. Les gens me disent, ah ouais, t'es strength coach, donc t'entraînes des strongman et tout ça. Non, non, moi, j'entraîne tout le monde. Euh, un coureur à pied qui fait de l'ultramarathon, un nageur, un golfeur, tous ces sportifs-là, un surfeur, on a beaucoup de surfeurs, on est dans le sud-ouest, on est basé dans le sud-ouest avec mon collègue Julien Altab, qui est le fondateur de Keo Coaching. On est basé dans le sud-ouest, on a beaucoup de surfeurs de très haut niveau, notamment, et des surfeurs professionnels. Tous ces sports-là, même si directement ça ne saute pas aux yeux de certains, ont des besoins en force. Alors, pas forcément en force au sens où on l'entend, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir un soulevé de terre à 300 kilos, mais par contre, ils ont des besoins en force puissance, en force vitesse, voilà, en force explosive, en force maximale. Et ça, je pense qu'on aura un petit peu le temps d'en parler parce que la force maximale, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle est au centre d'absolument tous les gestes sportifs. Louis Simons, le fondateur du Westside Barbell, disait que c'était la pierre angulaire d'absolument toutes les forces. Vous ne pouvez pas développer toutes les différentes variétés, tout le grand panel de forces différentes qui existent si vous n'avez pas une base de force maximale. Donc voilà, c'est un petit peu ça ma vision de la force. C'est quelque chose de très large, d'élargir un peu la vision des gens sur ce qu'est la force. Avoir de la force, c'est pas seulement être capable de tirer un camion comme on peut le voir dans les compétitions de strongman. Avoir de la force, c'est quelque chose qui est fondamental pour absolument tous les sports. Un crossfitter, un golfeur, comme je disais, un surfeur, un joueur de foot, euh, un kicker en foot américain, peu importe. Tous les sportifs ont besoin de dégager de la force et forcément différents types de forces. Donc des forces qui incluent beaucoup de vitesse, des forces qui incluent des charges très élevées avec des vitesses très faibles. Donc là, on pourra parler à l'occasion peut-être du profilage force-vitesse, de ces choses-là que tu connais très bien, que tu connais encore. Euh, que je sais que tu fais avec tes sportifs. C'est les forces au pluriel et elles sont multiples, variées et surtout très diversifiées. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le strongman? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le strongman? Que c'est? C'est c'est un sport, le strongman, pour moi, c'est le sport de force roi. Dans les sports de force, on compte bien sûr les lanceurs. Les lanceurs, moi, je les considère comme des sportifs de force. Les lanceurs de poids, les lanceurs de marteau. On peut compter l'haltérophilie dedans, bien entendu. On peut compter le powerlifting, qui est un des principaux sports de force.
on peut compter le bras de fer. Il y a plein de catégories de sports qui sont un petit peu en marge, mais qu'on peut associer au sport de force, les sports de kettlebell, le gyrovan, le mass bell, toutes ces choses-là. Pour moi, le strongman, il est le sport de référence dans la force, justement parce qu'il est celui qui définit peut-être le mieux la définition de la force que je viens de donner, à savoir, un strongman doit avoir des forces extrêmement variées et pas seulement une force. Un powerlifter soulève, on a trois mouvements en powerlifting, il y a le squat, le développé couché, le soulevé terre. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez trois essais sur chaque mouvement pour soulever une rep la plus lourde possible. Donc on est vraiment sur la pure expression de la force maximale, sur des mouvements très codifiés et très normés, avec un règlement très strict, très encadré. Le strongman, lui, il a certes des épreuves de force, il doit être fort, avoir une vraie force maximale, parce qu'il y a souvent des épreuves où on doit faire, comme en force athlétique, une rep très très lourde. Mais il faut bien être conscient d'une chose, c'est que les épreuves de strongman, elles sont multiples, elles sont extrêmement variées, elles sont même quasiment infinies, puisque c'est les organisateurs qui décident d'organiser un peu ce qu'ils veulent, même s'il y a des grands classiques qui reviennent très souvent. Et surtout, elles font appel à différentes forces. Je m'explique. Dans les strongman, vous avez certes des épreuves où vous devez soulever une charge très lourde une fois, la plus lourde possible. Mais la majorité des épreuves, c'est un maximum de répétitions sur un temps donné. Ou de faire un certain nombre de répétitions le plus vite possible. Je vous prends l'exemple d'une épreuve qui est parmi les plus connues des strongman, les boules d'Atlas. Les boules d'Atlas, généralement, vous avez 4 ou 5 boules en béton, en pierre, à soulever à une certaine hauteur. Et le but du jeu, c'est de toutes les soulever si vous avez assez de force pour le faire. Donc, il faut quand même de la force maximale pour toutes les soulever. Mais entre ceux qui ont soulevé les 4 ou les 5 boules, enfin toutes les boules, celui qui gagne, c'est celui qui l'a fait le plus vite. Donc, il y a quand même une notion de vitesse, de technique, du coup, très importante. Je vous donne un autre exemple. On reste sur les boules, par exemple. Vous pouvez avoir des compétitions où, au lieu d'avoir 4 à 5 boules à soulever le plus vite possible, vous avez une seule boule à soulever le plus de fois possible sur 1 minute ou 1 minute 30. Donc, du coup, là, ça fait appel à des forces totalement différentes. C'est-à-dire que si on vous demande de soulever une fois une boule la plus lourde possible, c'est de la force maximale. Si on vous demande de soulever les 4 ou 5 boules les plus vite possible, vous comprenez bien qu'il y a une notion de vitesse qui est prédominante. Si on vous demande de soulever la même boule le plus de fois possible sur 1 minute 30, vous comprenez aisément que la dominante, c'est une dominante de force-endurance, d'être capable de reproduire un effort de force, parce que la boule est quand même lourde, donc c'est quand même une épreuve de force, mais il faut être capable de la reproduire sur X fois, et le plus de fois possible sur 1 minute 30. Et donc là, on est bien dans la définition de ce que je disais tout à l'heure, on a une même épreuve qui fait appel, selon le format, à différents types de forces différentes. Et c'est ça qui est très intéressant dans le strongman, c'est que déjà, les choses ne sont pas normées. Il y a beaucoup d'épreuves différentes. Et surtout, ça fait appel à absolument toutes les forces. Il faut être euh, très fort, évident, c'est la base de tout. Il faut être très explosif. Il y a des épreuves d'explosivité pure, hein. Le lancer de fût, le kektos, où vous devez lancer des fûts de bière par-dessus une barre en hauteur. C'est une triple extension pure. C'est un lancer. Donc, on peut difficilement imaginer un mouvement plus explosif que ça. Il y a des épreuves d'endurance isométrique. L'isométrie, je vous rappelle, c'est une contraction musculaire statique. Quand vous faites du gainage, par exemple, en planche, c'est un mouvement isométrique. Ben, vous avez plein d'épreuves de strongman où vous devez maintenir une charge à hauteur des épaules, par exemple, le plus longtemps possible. Donc ça, voilà, il y a plein d'épreuves qui sont différentes et c'est ce qui rend la chose hyper intéressante. Et puis moi, ce que j'aime dans le strongman, c'est que c'est fonctionnel. Ça ressemble quand même à ce qu'on peut faire un petit peu tous les jours dans la vie quotidienne, certes avec des charges extrêmes, mais pousser une voiture, ça peut arriver si on tombe en panne. Enfin, c'est bête, hein, c'est ce que je dis, mais c'est réel. Porter une charge dans chaque main comme un farmer walk en strongman. Et la deuxième chose que j'aimerais aborder sur le strongman, qui me semble importante, c'est la peur un peu que les gens ont d'aller vers ce sport. Parce qu'en fait, ce qu'on voit du strongman, c'est toujours les grands athlètes que l'on voit à la télé. En plus, je suis très content, c'est très diffusé maintenant et très radé sur l'équipe 21. Euh, mais faut penser que ça, c'est le haut du panier. C'est les meilleurs athlètes du monde. Les meilleurs athlètes du monde soulèvent des boules à 200 kilos, tirent des camions énormes et tout ça. Mais vous, monsieur et madame tout le monde, même si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez faire du strongman. Je compare toujours ça au, au football. Au football, il y a des gens qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent la plus grosse compétition européenne.
Mais il y a des gens qui jouent en district avec leurs copains le dimanche. Vous n'êtes pas obligé d'être au meilleur niveau mondial pour faire du foot. Vous pouvez vous amuser, vous éclater en allant jouer au foot avec vos potes dans votre petite équipe de village et à jouer dans le village d'à côté tous les week-ends. Le strongman, c'est pareil. Le strongman, c'est un sport qui est totalement adaptable à monsieur et madame tout le monde, qui est très intéressant justement pour développer la fonctionnalité du corps humain et que tout le monde peut faire, sportif, pas sportif. On peut le faire en amateur, il y a des compétitions amateurs. On n'est pas obligé de faire de la compétition non plus. On peut faire du strongman pour s'amuser. Et bien sûr, puisque c'est un peu le thème de ce dont on voulait parler aujourd'hui, on peut utiliser le strongman dans la préparation physique des athlètes et de tous les athlètes. Moi, mes surfeurs que j'ai au studio où je travaille, des golfeurs et tout, ils ont des mouvements de strongman régulièrement. Voilà. Et c'est pour ces raisons-là que je trouve que le strongman, c'est un sport extraordinaire. Super, super intéressant. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler de de ton entraînement, peut-être ben, quand tu étais compétiteur, de l'entraînement que tu gardes maintenant ben, pour être heureux et en forme, et ensuite de l'entraînement que tu, même si tu en as déjà parlé, que tu préconises et que tu mets en place sur les athlètes que tu coaches. Alors, je vais te parler un petit peu déjà, comme tu me l'as demandé, de l'entraînement que j'avais quand je faisais de la compétition en strongman. Donc là, on est bien d'accord, on met bien les cadres. On parle d'un entraînement d'un sportif de, peut-être pas de haut niveau parce que je n'étais pas pro, mais pas loin, quoi. Voilà, parce que quand tu veux faire la compétition en strongman, tu es quand même obligé de t'entraîner avec un certain volume, une certaine intensité. Il y a plein de manières de s'entraîner. Moi, je préconisais d'avoir un jour dans la semaine où on travaillait purement sur des mouvements de strongman. Voilà, un jour dans la semaine où on travaillait sur les boules, on travaillait sur les retournées de pneus, on travaillait sur du farmer walk, sur du yoke walk, du log lift, enfin voilà, tous les mouvements qui sont spécifiques aux compétitions. Et d'avoir après sur la semaine des séances d'entraînement, souvent en full body, où on travaillait sur l'ensemble du corps, où là, ben, on travaillait ben, sur de la force maximale, sur du développement d'hypertrophie, sur du renfort musculaire, où donc forcément, on va quand même beaucoup retrouver les grands patterns. Il y avait beaucoup de patterns de soulevé, beaucoup de patterns de squat, beaucoup de patterns d'overhead press, parce qu'en strongman, il y a beaucoup de mouvements où vous devez pousser une charge au-dessus de la tête. Beaucoup de renforcement musculaire sur le gainage, sur tous les muscles du corps, hein, du corps CORE, donc travail sur les obliques, travail sur le transverse, travail sur les muscles spinaux, hein, donc tous les érecteurs du rachis. Il faut bien sûr avoir une colonne vertébrale le plus stable possible, donc des érecteurs du rachis très puissants, très toniques, c'est très important en strongman avec les charges qu'on utilise. Et moi, il y avait un format que j'utilisais beaucoup, c'était ça, c'était d'avoir un jour event, j'appelais ça. Un jour où on entraînait vraiment, on prenait vraiment beaucoup de temps parce qu'il faut beaucoup de récup entre les séries et tout. On prenait une après-midi pour travailler sur les épreuves de strong. Et après, le reste de la semaine, des séances d'une heure et demie sur les grands mouvements, comme je te disais. Et moi, ce que je faisais et ce que je fais faire à mes athlètes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fonction du temps qu'on a après, essayer de caler à plusieurs reprises dans la semaine, j'appelais ça, et j'appelle toujours ça des extra workouts. Alors là, ça va être tout ce qu'on a un peu moins le temps de travailler. Donc, un extra workout, ça peut être de faire 30 minutes que de travail de mobilité. Ça peut être de faire 30 minutes que du grip, par exemple. Très présent, la force du grip nécessaire en ce moment. Ça peut être 30 minutes que de core training, que du gainage. Ça peut être 30 minutes de yoga, pourquoi pas. Ça peut être 30 minutes de blood flow. Le blood flow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'amener un afflux sanguin important vers une zone qui a été travaillée la veille. Souvent des zones qui sont courbaturées, qui sont un peu douloureuses. Vous avez fait beaucoup de squats la veille. Le lendemain, vous allez faire des séries juste à très, très faible intensité. Si on utilisait un RPE, ça serait un RPE 2 ou 3, généralement avec que des élastiques, ou alors sur des machines, des charges très légères, par exemple du leg curl, pour vos ischios, si vous avez des ischios qui sont vraiment fatigués de la séance de squat de la veille sur 200, 300 reps peut-être, sans jamais forcer, mais juste pour amener du sang, pour aider à la récupération. Un autre type d'extra workout, ça peut être du conditioning, ça peut être du cardio à très basse intensité, ça peut être 30 minutes de vélo à très basse intensité en zone 2, comme on les utilise beaucoup maintenant. Voilà, très très basse intensité, pareil, pour aider la récupération, pour avoir une activation, une stimulation du système nerveux parasympathique. Parce que ben, forcément, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, l'entraînement, notamment l'entraînement de force,
provoque une forte activation du système nerveux sympathique. Et du coup, comme le corps humain aime beaucoup l'équilibre, c'est toujours intéressant d'amener une petite stimulation et du cardio très léger, une activation du système parasympathique. Donc voilà, des extra workouts comme ça peut être du conditioning, ça peut être du HIIT. Un strongman a besoin d'avoir un système cardio-respiratoire qui fonctionne bien. Les épreuves, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent durer 1 minute 30. Attention, hein, c'est une zone d'effort très spécifique, hein. La haute intensité sur 1 minute 30, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas acquis, hein. Être capable de soulever des charges très lourdes pendant 1 minute 30 ininterrompue, c'est vraiment un travail de filière énergétique très spécifique, très précis. Donc ça peut se faire en extra workout. Ça peut être des séances, pourquoi pas, type CrossFit, hein, pourquoi pas, du conditioning avec des charges. Moi, je suis ferme à rien, mais voilà. Avoir ce format-là sur la semaine avec un jour event, un jour, enfin, 3, 4 jours dans la semaine, vous avez une séance musculation avec de la force, beaucoup de mouvements principaux, beaucoup de mouvements basiques, un petit peu d'isolation. Ça a sa place dans un programme d'entraînement de strongman et des extra workouts. Voilà, mais vous voyez, ça fait une semaine bien chargée quand même, hein. Voilà, faut du temps. Très intéressant, vraiment très intéressant. Et du coup, ben, tu vois, moi là, tu me demandais aujourd'hui comment je m'entraîne. Je fais plus de compétition de strongman. Déjà, moi, j'ai fait en sorte, quand j'ai arrêté la compétition de strongman, de perdre du poids pour deux raisons. Déjà, pour être mieux dans ma vie de tous les jours, parce que quand je fais du strongman, je pèse autour de 145 kilos et c'est très lourd à porter. Et deuxièmement, je suis diabétique. Et donc, dans le cadre de mon traitement pour le diabète, il fallait que je perde du poids. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai abaissé mon poids de corps par rapport à quand je faisais de la compétition en strongman en partie pour ma santé, pour m'aider à réguler plus facilement mon diabète. Par contre, tu vois, aujourd'hui, je m'entraîne toujours en musculation, en salle, et j'ai conservé un peu les mêmes concepts dans le sens où je m'entraîne essentiellement sur des mouvements de base. Je fais rien de très farfelu. Moi, je suis sidéré de ce que je vois sur les réseaux sociaux depuis quelques années où on a l'impression qu'il y a tellement de coachs que pour sortir du lot, les coachs, ils font faire des exercices complètement ouais, farfelu. J'avais des mots beaucoup plus grossiers qui me venaient, donc j'essaie d'en trouver un plus soft. Mais je trouve ça ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'on fait faire à des athlètes des exercices sur un bosu, sur une jambe, avec un élastique à la taille, en faisant une rotation avec un D-ball. Non, mais le mec, il sait pas faire de squat, quoi. Donc arrêtez. Arrêtez. On va commencer par apprendre les bases. On va commencer par apprendre à squatter proprement, à régler les petits problèmes de compensation, les petits problèmes de mobilité qu'il y a sur ton squat, apprendre à faire un deadlift proprement, à avoir un beau overhead press, quelques bases d'haltérophilie, sans avoir un gros niveau d'haltéro, mais quelques bases d'haltérophilie. Voilà, quelques bases de mouvement strongman, apprendre à bien bouger, avoir une mobilité qui est correcte, avoir des amplitudes complètes. Et après, on pourra commencer à réfléchir, à éventuellement faire des choses un peu plus tordues, un peu plus originales. Mais à un moment donné, il va falloir revenir à la base, quoi, parce que je vois des gens qui font, en préparation physique surtout, on a l'impression que pour être un bon préparateur physique maintenant, il faut faire des exercices qui n'existent nulle part ailleurs. Non, un bon préparateur physique, c'est quelqu'un qui comprend les besoins de son sportif, qui comprend les besoins du sport, qui arrive à mettre en corrélation le niveau du sportif avec les besoins du sport, qui arrive à mettre en place une planification et qui, au sein de cette planification, crée des séances cohérentes avec l'objectif. C'est ça un préparateur physique. Le but, c'est pas d'inventer des exercices qui n'existent pas. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, moi, je continue à m'entraîner un petit peu sur ces concepts-là. Par contre, je me prends plus la tête. Je fais ce qui me fait plaisir. Je ne m'impose plus de programme. Je me le suis imposé pendant 15 ans en faisant de la compétition. Je fais un peu ce qui me fait plaisir. Ce jour-là, j'ai envie de faire du squat, ben, je vais faire du squat. Je garde pas mal de mouvements de strongman. J'aime beaucoup déplacer les sacs de sable, jouer avec les sandbags, c'est un de mes outils préférés, moi. Faire du farmer walk, faire des choses comme ça. J'ai mis beaucoup plus de conditioning dans mes entraînements qu'avant. J'essaie d'en faire un petit peu plus régulièrement pour avoir une base cardio-respiratoire un peu plus élevée que j'avais en strongman. Je redécouvre, là, c'est vrai que je les avais un peu mis de côté. Je redécouvre le plaisir de m'entraîner avec des kettlebells. J'aime beaucoup cet outil. Pour le coup, les gens vont m'insulter, mais je ne le trouve pas très fonctionnel parce que les mouvements en eux-mêmes sont fonctionnels, mais c'est vrai qu'on bouge un kettlebell comme il faut bouger un kettlebell. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre dans la vie de tous les jours qu'on bouge comme on bouge un kettlebell. C'est quand même un geste très spécifique à cet outil-là, mais je le trouve quand même super intéressant à bouger, à déplacer. Ça oblige le corps à j'aime beaucoup, je redécouvre ça, donc je l'ai pas mal réintégré dans mon entraînement, je l'ai remis, j'y prends beaucoup de plaisir. Et voilà, et donc du coup, mes entraînements, ils ressemblent, ben, je peux pas dire à quoi ils ressemblent parce qu'en fait, ils ressemblent à rien, quoi. Actuellement, ils font ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire que j'essaie toujours de commencer
par un mouvement de force, tu vois, un mouvement lourd, sur des patins de base. C'est souvent du squat, du soulevé terre, des choses comme ça. Comme je suis très fan des concepts de Lou Simon, j'aime beaucoup les barres spéciales, j'aime beaucoup les mouvements un peu variés, tu vois. Genre, je joue des élastiques, je joue des chaînes, je me fais plaisir. Et après, je continue à maintenir du mouvement de muscu. Je finis souvent par de l'isolation avec des séries longues. Et puis voilà, tu vois, ça se fait gentiment comme ça, sachant que je me suis mis au golf là, il y a quelques temps. Donc, du coup, je place forcément quelques exos un peu spécifiques maintenant au golf, avec du travail de rotation, du travail de gainage en rotation, du travail d'ouverture thoracique, des choses comme ça, quoi, qui peuvent m'être utiles de stabilisation scapulaire, voilà, des choses qui peuvent m'être utiles pour le golf, mais ça, c'est pas ce que je me suis mis il y a quelques temps. Donc, dans mes entraînements, j'ajoute ça. Voilà un peu comment je m'entraîne actuellement, un peu au plaisir et au feeling. Super, très intéressant. Et du coup, j'avais une question suivante, mais tu as déjà répondu en partie, c'est sur ta philosophie de coaching. Donc, comme nous, on le prône, j'ai bien compris que tu prônais la simplicité, mais très bien réalisée. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la formation que tu vas donner donc, dans les Landes et ce que vont pouvoir découvrir les stagiaires? Dans cette formation que l'on va faire beaucoup, sur la manière de coacher les mouvements de force. On va y passer du temps. Ça va être très, très important, je pense, d'intégrer ça dans la formation. On va bien sûr parler de planification, de périodisation, de méthodes aussi. Il y a des méthodes un peu spécifiques à la force. On va parler d'un peu de polyquin, on va parler des grands noms, tu vois, c'est important. Les gens, moi, je pars du principe, sans parler de la préparation physique. Pour comprendre quelque chose, il faut connaître l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui veulent nous expliquer le monde d'aujourd'hui sans connaître l'histoire, c'est sûr qu'ils vont se planter. Si tu veux comprendre le monde d'aujourd'hui, tu es obligé de connaître les années passées, les guerres, les siècles passés, pour comprendre où tu en es aujourd'hui. La préparation physique, elle ne fait pas exception à cette règle-là. Si tu veux être un bon entraîneur, tu ne peux pas ignorer ce qui s'est fait avant toi. Donc les gens qui veulent coacher, moi j'en vois plein dans mon domaine de compétences, des gens qui veulent coacher des powerlifters, mais qui ne connaissent pas Vouillot, je comprends pas. En fait, c'est le père fondateur de la force athlétique en France. Tu peux pas enseigner. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire et prôner forcément ce que lui faisait. Parce que maintenant, il y a eu des nouvelles études, il y a des nouvelles manières de s'entraîner, il y a des choses nouvelles. Mais en fait, tout part de là. Et donc, du coup, tu peux pas enseigner la force, tu peux pas parler de force sans parler, par exemple, de Poliquin, sans parler de Simons, sans parler de Boichenko, sans parler de ces gens-là. C'est pas possible. Et justement, d'expliquer et de se rendre compte que ces gens-là, si on prend ces trois-là, on prend Pouliken, on prend Simon, on prend Sheiko, ils sont totalement différents. Ils sont totalement différents, ils prennent des choses différentes, ils ont des enseignements différents, des grandes lignes qui sont différentes. Ils ont tous coaché des athlètes qui sont parmi les meilleurs du monde. Donc ça nous permet déjà de comprendre qu'il n'y a pas une voie. Il y a plein de voies différentes et d'essayer de comprendre pourquoi ça marchait malgré qu'ils soient si différents. Et ça, on va en parler dans la formation. On va faire un petit topo sur qui sont ces grands noms, pourquoi ils étaient différents. Je vais mettre un petit curseur là-dessus. Qu'est-ce qu'ils avaient de différent? Qu'est-ce que prenait Simons? Que par exemple, Sheiko disait l'inverse. Mais pourtant, les deux, ça marchait. C'est bizarre quand même, tu vois. C'est les deux athlètes qui ont entraîné le plus de records du monde sur la planète. Les deux coachs qui ont entraîné le plus de records du monde sur la planète. Et pourtant, des fois, ils disaient des choses complètement contradictoires l'un par rapport à l'autre. Mais tu vois, on va mettre un peu le curseur là-dessus. Le deuxième gros curseur euh, que je vais mettre, c'est comment on coach les mouvements de force. Parce que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Les bases, ça restera les bases. C'est-à-dire que c'est des fois difficile à faire comprendre. Je pense que toi, dans le monde du foot, tu es confronté au même problème que moi. C'est peut-être difficile à un footballeur de lui expliquer, si, tu dois améliorer ton 1 RM en squat pour être un meilleur footballeur. Des fois, je pense que le message, il passe mal si tu ne l'expliques pas. Moi, quand je dois expliquer, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, à un coureur à pied qui venait chez nous, il me disait, mais pourquoi je fais du squat lourd? Je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Moi, je suis un marathonien. Donc, j'ai dû l'expliquer. Si on améliore ton 1 RM, on va améliorer ton coût de locomotion. Chaque foulée te coûtera moins d'énergie. Donc, tu couriras plus longtemps. Sans toucher à tes filières énergétiques, hein. Si on améliore ton 1 RM en squat, chaque foulée, elle va gagner 1 centimètre. À ton avis, combien de foulées tu fais sur un marathon? Donc, combien de foulées tu vas gagner? Combien de foulées en moins tu vas pouvoir faire
si on améliore ton URM. Donc, il faut l'expliquer, il faut de la pédagogie. Donc, ça va être très important d'expliquer aussi aux gens pourquoi c'est intéressant d'améliorer sa force maximale, même dans des sports d'endurance, dans des sports de rotation comme le surf. Les surfeurs, quand ils viennent au studio, qu'on leur fait faire du deadlift lourd, au début, ils ne comprennent pas spécialement pourquoi. On leur explique pourquoi. Donc, ça, c'est une chose dont on va parler dans la formation. Pourquoi le développement de la force et des forces est intéressant dans beaucoup de sports, dans tous les sports même. Et pourquoi aussi, et comment, surtout, comment on le coach. C'est-à-dire que dire aux gens, c'est important de faire du squat lourd, c'est bien, mais savoir le leur faire faire, c'est mieux. C'est-à-dire savoir leur expliquer qu'ils doivent faire du squat lourd, c'est très bien, mais après, il faut être capable encore et en mesure de le coacher. Et je me rends compte que malheureusement, les formations qu'on a à l'heure actuelle, que ce soit les BP, que ce soit les STAPS, que ce soit les DUST, que ce soit même je vois des masters, je vois des masters STAPS qui peuvent te faire un croquis détaillé du cycle de Krebs. Parfait, super, c'est très intéressant, je ne dis pas le contraire. Ils sont incapables de positionner correctement quelqu'un sur une pompe. Et cette histoire-là, elle est vraie. C'est true story. Il n'y a pas de mensonge. Je l'ai déjà vécu. Un mec qui m'a fait un schéma incroyable du cycle de Krebs. Par contre, il était incapable de coacher quelqu'un sur quelle exécution, comment tu te places, qu'est-ce que tu dois respecter au niveau de la colonne vertébrale, où doit être placé le regard, comment doivent être placés les coudes, qu'est-ce que tu dois chercher à engager, qu'est-ce que tu dois ressentir quand tu fais une pompe. Il ne savait pas le faire. Master de STAPS quand même. Et donc ça, c'est quelque chose que dans la formation, on va s'appliquer. On va parler aussi, peut-être par exemple, ça va être intéressant de parler des différents systèmes de blocage respiratoire. Quand on fait du travail lourd, on ne respire pas de la même manière que quand on part sur une série de 15 reps, tu vois, sur du squat. On ne respire pas de la même manière quand on fait un effort maximal sur 2 reps que quand on part sur 15 reps. Ça, c'est des choses qu'il va falloir ramener. Ça paraît basique pour certains, mais je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne l'ont pas, quoi. Voilà, le bracing, le blocage respiratoire, le technical salva, toutes ces choses-là sont très utilisées en force et sont super importantes. On va parler de l'intérêt et de l'importance du milieu du corps aussi. Moi, je trouve que c'est un des grands oubliés de notre époque. On se dit, oui, mais on fait du soulevé de terre lourd, on fait du squat lourd. Donc, bon, du coup, c'est bon, les obliques, mon transverse, tout ça, tous les muscles du centre du corps, ils sont engagés. Oui, oui, oui. Enfin, le centre du corps, moi, je dis toujours à mes athlètes, il est jamais assez fort, hein. On n'en fera jamais trop. Ça sera jamais trop. C'est impossible. Autant on peut faire trop de travail sur vos quadriceps et on va peut-être créer un déséquilibre à tel endroit. Du coup, sur votre genou, ça va avoir un impact. OK, ça peut-être, ça, je l'entends tout à fait. Le centre du corps, il sera jamais assez fort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on va parler aussi. L'importance du core training dans l'entraînement de force et des forces. Super. Mais vivement la formation. Ne tarde, ça va être bien. Euh, Thibaut, je te remercie. Je t'en prie. C'était C'est très bon. intéressant. Je te dis à très vite dans les Landes. Ouais, on Et, aura un joli cadre en plus. ouais. Et merci de ton temps. Je t'en prie, Baptiste. Au plaisir.